Bonjour tout le monde. On va démarrer cette journée avec un thème qui est très intéressant, qui est la vitamine D. On croyait que chez nous, nous sommes un pays ensoleillé, donc on n'a pas ce problème. Alors au fur et à mesure qu'on demande le bilan le dosage de la vitamine D, on trouve une hypovitaminose. C'est pour cette raison qu'on a traité ce sujet, qui va être traité par notre président d'honneur, monsieur le professeur Monnier. Et je n'oublie pas de souhaiter bonne chance aux candidates et candidats qui vont passer l'examen cet après-midi. Bonne chance. Allez-y, monsieur Monnier. Bon, merci pour cette introduction qui donne déjà presque le sujet de l'examen, ou un des sujets. Donc, ouvrez toutes vos oreilles. Donc la vitamine D, c'est toujours un sujet brûlant que j'ai traité déjà plusieurs fois. Bon, certains ont déjà entendu pas mal de choses que je vais raconter ce matin, mais je pense qu'un rappel est toujours utile. Donc la vitamine D. Alors tout d'abord, le métabolisme de la vitamine D. Alors, je vous rappelle que la vitamine D porte le nom de vitamine, mais qu'en fait c'est une hormone. C'est une hormone parce qu'elle n'est pas active en tant que telle, elle est active après transformation. Donc, la vitamine D est synthétisée au niveau de la peau en grande partie. Ça, je vous demande de le retenir, c'est un message capital. Les 2/3 de la vitamine D que vous avez dans votre organisme proviennent de la synthèse de vitamine D au niveau de la peau sous l'influence de l'irradiation solaire. Et puis après, il y a un petit tiers qui provient de l'alimentation. Alors d'emblée, quand on parle de vitamine D, on parle de la vitamine D3 qui est synthétisée au niveau de la peau et de la vitamine D2 qui est apportée essentiellement par l'alimentation. L'organisme ne synthétise pas de vitamine D2. La vitamine D, c'est l'ergocalciférol et il est apporté par l'alimentation. Cette vitamine D, une fois qu'elle est synthétisée au niveau de la peau, elle n'est pas active. Il faut qu'elle soit d'abord hydroxylée. Pour donner de la 25-hydroxyvitamine D, ça se passe au niveau du foie. Et puis ensuite, cette 25-hydroxyvitamine D, je vous montrerai des diapositives, n'est pas très active, même très peu active. Et il faut qu'elle soit transformée au niveau du rein en 1,25-dihydroxyvitamine D. Et là, vous avez le métabolite actif qui va agir sur les différents tissus cibles, qui sont essentiellement, bien sûr, l'os, l'intestin et un petit peu le rein. Cette 1,25-dihydroxyvitamine D, elle est déficiente, par exemple, dans l'insuffisance rénale chronique, et c'est pour ça que les insuffisants rénaux chroniques sont en hypocalcémie et ont besoin de supplémentation en vitamine D. Ça, c'est la même chose, mais un peu plus compliqué. Vous avez la structure de la vitamine D. La vitamine D, c'est un stérol, c'est pour ça qu'on l'appelle le cholécalciférol. Donc, synthétisé au niveau de la peau. Ensuite, une ouverture du cycle, ici, qui permet la synthèse des différents métabolites. Le métabolite hépatique, avec une hydroxylation, suivez mon pointeur, en 25, ça c'est la 25-hydroxyvitamine D, et puis ensuite au niveau du rein, deuxième hydroxylation, qui se situe ici, qui est la 1,25-dihydroxyvitamine D, qui est le métabolite actif de la vitamine D. Alors, partons sur toutes ces étapes. D'abord, synthèse de la vitamine D au niveau de la peau, sous l'influence de l'irradiation solaire et sous l'influence, bien sûr, des ultraviolets. La prévitamine D, c'est une des prévitamines D, c'est le déshydrocholestérol. Donc, c'est un dérivé du cholestérol, la vitamine D. C'est pour ça que vous retrouvez dans sa structure chimique la structure du cholestérol, transformée en prévitamine D et ensuite en vitamine D au niveau de l'épiderme. Ensuite, cette vitamine D synthétisée va passer dans le derme qui est irrigué, va passer ensuite dans la circulation générale pour être transportée par une protéine spécifique que l'on appelle la DBP, et puis ensuite elle va partir dans les autres organes au niveau du foie, etc. Alors, quelques remarques sur la synthèse de la vitamine D sous l'influence de l'irradiation solaire. D'abord, une première chose qui est visualisée sur cette diapositive, les sujets âgés synthétisent moins de vitamine D que les sujets jeunes. On perd sa capacité de synthèse de vitamine D avec le temps et avec l'âge. Vous avez ici deux courbes.
vous avez la synthèse de la vitamine D chez les sujets jeunes et la synthèse de la vitamine D chez les sujets âgés. Donc ça veut dire qu'il faut être vigilant chez les sujets âgés et que les sujets âgés, bien sûr, auront tendance à faire davantage de carences que les sujets jeunes. Et vous verrez d'ailleurs que les recommandations de supplémentation en vitamine D sont différentes chez les sujets âgés et chez les sujets jeunes. Deuxième notion, étant donné que la vitamine D est synthétisée au niveau de la peau sous l'influence des rayons ultraviolets, si on met un écran solaire, eh bien, on va synthétiser moins de vitamine D que si on n'a pas d'écran solaire. Et c'est exprimé sur cette diapositive. Sans écran solaire, voilà la synthèse de vitamine D. Si par contre, vous mettez un écran solaire, vous synthétisez moins de vitamine D. Troisième notion, c'est la notion de saison et la notion de couleur de la peau. Quand on a une peau noire ou quand on a une peau foncée, on synthétise moins de vitamine D que si on a une peau blanche. Alors vous avez ici, par exemple, la différence de synthèse de la vitamine D entre des sujets qui ont la peau blanche et des sujets qui ont la peau noire en vert. Donc les sujets qui ont une peau noire, foncée, synthétisent moins de vitamine D que les sujets qui ont une peau blanche. Et ensuite, vous avez sur cette diapositive l'influence des saisons. Vous voyez qu'au mois de juillet et au mois de juin, on synthétise de la vitamine D alors qu'on a les taux les plus bas, en principe, pendant l'hiver. Et puis ensuite, à la fin de l'été, au début de l'automne, la vitamine D commence à descendre, et puis ensuite, évidemment, elle rejoint son niveau le plus bas au cours de l'hiver. Donc ça, moi, j'ai pu le constater dans la région de Montpellier, quand on faisait des dosages de vitamine D à la fin de l'été, quand les gens s'étaient bien exposés à la lumière solaire, inutile de vous dire qu'ils avaient des taux de 25 hydroxyvitamine D qui étaient au plafond, 50 nanogrammes par millilitre. Donc ça, ce sont les facteurs qui interviennent au niveau de la peau. Cette diapositive que vous retrouvez ici pour vous montrer encore une fois, j'insiste sur ce fait, que les 2/3 de la vitamine D sont synthétisés au niveau de la peau. Et si vous prenez les besoins en vitamine D, je vais y arriver assez rapidement, grossièrement, il y a à peu près 1000 unités par jour de vitamine D qui sont synthétisées au niveau de la peau. Et par contre, l'apport nutritionnel, l'apport par l'alimentation, est de l'ordre à peu près de 400 à 500 unités. Donc vous retrouvez ce rapport 1/3, 2/3. Donc quelqu'un qui ne se met pas au soleil, c'est sûr qu'il est à risque de développer une carence en vitamine D, et je vais vous expliquer d'ailleurs au fur et à mesure pourquoi. Ça, c'est les besoins en vitamine D. Alors ça, c'est une diapositive qui est générale pour tous les apports nutritionnels. Vous avez ici une barre qui est une barre, ça c'est la répartition des besoins nutritionnels dans une population d'individus assez grande. Ici, vous avez cette barre verticale en pointillé qui sont ce qu'on appelle les ANC, c'est-à-dire les apports nutritionnels conseillés. C'est les apports qui vous permettent d'éviter a priori, si vous êtes au-dessus de cette barre, vous évitez toute carence. Vous êtes, disons, dans des apports qui sont largement suffisants et qui vous permettent d'éviter toute carence. Pour la vitamine D, en termes d'apport nutritionnel, je dis bien nutritionnel, le chiffre qui est marqué en haut, c'est à peu près 400 à 800 unités internationales. Donc un sujet qui prend entre 400 et 800 unités internationales par la bouche de vitamine D, il est sûr d'éviter une carence. Pour la vitamine D, il y a une limite de sécurité. Avec la vitamine A, c'est une des vitamines qui peut être dangereuse lorsqu'on en prend trop, qui peut conduire à des hypercalcémies. Et la limite de sécurité, on ne la connaît pas trop, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de 1000 à 4000 unités par jour, on risque des surcharges en vitamine D. Je vous dis ça parce que les préparations de vitamine D, certaines sont très dosées. Vous verrez que l'UV-dose, c'est 100 000 unités. Le stérogile, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 600 000 unités par ampoule, quelque chose comme ça. Donc, quand on prend ces ampoules de vitamine D ou ces doses d'UV-dose, on risque très rapidement, si on n'y fait pas attention et si on se trompe, de faire des surcharges en vitamine D. Après, vous avez les vraies carences en vitamine D. En général, il faut diviser les ANC par 4. C'est 100 à 200 unités internationales par jour. Donc si vous tombez en dessous de cette limite rouge, eh bien, vous êtes a priori, vous risquez en tous les cas d'être carencé en vitamine D si vous ne vous exposez pas suffisamment
bien sûr, à la lumière solaire. Je vous rappelle que les chiffres que j'ai mis là, ce n'est pas les besoins en vitamine D, ce sont les apports nutritionnels en vitamine D. C'est la partie que vous apportez uniquement par l'alimentation. Il ne faut pas confondre. Alors, dose de vitamine D est synthétisée lors de l'exposition solaire. Je vous donne quelques... Si vous vous exposez, il faut lire la dernière ligne, une exposition assez forte au soleil, la personne qui se met en maillot de bain sur une plage pendant l'été, pendant 1 heure, et qui s'expose au soleil avec développement d'un petit érythème cutané, elle va synthétiser 10 000 unités internationales de vitamine D. Et pour vous frapper un petit peu plus l'esprit, c'est l'équivalent, je vais vous montrer une diapositive sur laquelle vous verrez que le record en matière d'apport de vitamine D, c'est l'huile de foie de morue. Eh bien, pour avoir l'équivalence d'une exposition solaire de 1 heure avec un petit érythème, il faut avaler à peu près 100 grammes d'huile de foie de morue, c'est-à-dire 10 cuillerées à soupe d'huile de foie de morue. Bon, vous voyez que alors la vitamine D, l'huile de foie de morue, comme vient de dire Jean-Louis Chilianger, c'est dégueulasse. Par contre, franchement dégueulasse. Donc, il vaut mieux, c'est sûr, aller au soleil que d'avaler 10 cuillerées à soupe d'huile de foie de morue. Alors, voici, vous voyez que les apports recommandés en vitamine D par la bouche dépendent des 2 facteurs que je vous ai exposés tout à l'heure. D'abord de l'âge et ensuite de l'exposition solaire. Donc, si vous avez moins de 50 ans, si vous vous exposez bien au soleil, vous avez à peine besoin de 200 unités internationales. Si par contre vous avez moins de 50 ans, mais si vous n'allez pas au soleil, il en faut, vous le voyez, 3 fois plus, 600 unités. Et vous voyez que les doses augmentent au fur et à mesure avec l'âge. Quand on a plus de 70 ans, eh bien, au lieu d'avoir, avec une bonne exposition solaire, ce n'est pas 200 unités qu'il faut, c'est 600 unités. Et si vous n'avez pas d'exposition solaire et si vous avez plus de 70 ans, c'est pratiquement 1000 unités par jour qu'il faut sous forme d'apport nutritionnel, de préparation, de tout ce que vous pouvez imaginer. Autre notion que je veux vous faire passer, c'est que les apports nutritionnels par l'alimentation naturelle en vitamine D sont toujours faibles. Le record, je vous l'ai dit, c'est l'huile de foie de morue. On en a déjà parlé, 10 000 unités internationales pour 100 grammes. Mais regardez les autres. Le lait, de temps en temps, les gens croient que le lait contienne... Je sens que Jean-Louis Chilianger frétille. Le lait de vache ici, je pense que les autres laits, ça doit être à peu près pareil. Vous voyez qu'on est à peine à 40, 120 unités internationales pour 250 millilitres, c'est-à-dire pour un bol de lait. Alors c'est pour ça que l'on fortifie, comme on dit, le lait parfois par de la vitamine D, mais vous voyez que même avec la fortification, vous êtes à 120, 240 unités pour 250 millilitres, c'est-à-dire par bol. C'est quelque chose qui n'est pas très important. Il y a des gens aussi qui croient, moi j'ai entendu des types de temps en temps qui racontaient à la télévision ou ailleurs que les œufs c'était bien, que ça apportait de la vitamine D. Ça en apporte, mais regardez la quantité, c'est faible, c'est 120 unités à peine de vitamine D pour un œuf à peu près. En fait, 100 grammes, c'est plus qu'un œuf, mais l'apport de vitamine D est relativement faible par l'intermédiaire des œufs. Donc la notion qu'il faut retenir, c'est que l'alimentation, si vous n'avez pas une exposition solaire suffisante, ça ne suffit pas pour couvrir les besoins en vitamine D. C'est pour ça qu'il y a des préparations. Alors la distribution de la vitamine D dans l'organisme, on va essayer d'aller un peu plus vite là-dessus. C'est un peu compliqué. Ça c'est vrai pour toutes les vitamines liposolubles. Alors la vitamine D est synthétisée, je vous l'ai dit, au niveau de la peau. Ensuite, elle va passer dans le foie. Elle va s'hydroxyler en position 25. Ensuite, la 25-hydroxyvitamine D va donner naissance à la 1,25 d'hydroxyvitamine D au niveau du rein. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec toutes les vitamines liposolubles, il y a un cycle entérohépatique. C'est-à-dire que la vitamine D qui est synthétisée, ou la 25-hydroxyvitamine D qui est synthétisée au niveau du foie, passe dans les voies biliaires, passe ensuite dans le tube digestif, et une partie est recyclée. C'est ce qui vous explique que quand on fait des
des courts-circuits digestifs, eh bien, il peut y avoir des carences. Ça aggrave le problème des carences en vitamine D. Je vous signale également que la cortisone, qui donne des carences en vitamine D, agit essentiellement en rompant le cycle entéro-hépatique de la vitamine D. Regardez également, ne regardez pas tous les chiffres, mais regardez cela, le taux de la 25-hydroxyvitamine D plasmatique, la quantité plutôt totale de 25-hydroxyvitamine D plasmatique, c'est 100 microgrammes. 100 microgrammes. Regardez la quantité de 1,25 d'hydroxyvitamine D du métabolite actif, ce n'est plus des microgrammes, ce sont des nanogrammes. C'est-à-dire que vous êtes à des concentrations 1000 fois plus faibles. 1000 fois plus faibles. C'est ce qui vous explique d'ailleurs que les préparations de 1,25 d'hydroxyvitamine D, il ne faut pas en donner beaucoup, sinon vous arrivez très rapidement à une intoxication par la vitamine D. Ça c'est la même chose. Si, c'est pour vous dire quand même, si. Vous avez ici les besoins, regardez uniquement ceci, les besoins en vitamine D, je vous les ai déjà donnés, 400 unités internationales par jour pour un sujet moyen. Si vous donnez des préparations, parce que ça existe les préparations, le dédrogil par exemple est une préparation de 25 hydroxyvitamine D. Les besoins, je vous les ai marqués, 3 microgrammes par jour. Une goutte de dédrogil, c'est 5 microgrammes. Donc ça veut dire qu'avec une goutte, vous couvrez les besoins quotidiens. Donc quand on donne du dédrogil, il faut se méfier. On vous dit qu'il faut en prescrire 5 gouttes par jour. À l'époque, par exemple, pour traiter la spasmophilie, il y avait des espèces de fous qui disaient qu'il faut prendre... On croyait que la spasmophilie, c'était une maladie liée à des carences en vitamine D. Et il y avait des types qui racontaient qu'il fallait donner 30 gouttes de dédrogil par jour. Alors inutile de vous dire que sur la calcémie et sur la calciurie, ça faisait du dégât. Vous voyez par contre que sur la 1,25 d'hydroxyvitamine D, vous êtes à des doses beaucoup plus faibles, 0,5, 500 nanogrammes par jour, c'est 0,5 microgrammes par jour. Donc ça veut dire qu'il faut être très prudent avec les quantités de préparation de 1,25 d'hydroxyvitamine D qui sont dosées. Il y a des préparations à 1 microgramme, il y a des préparations à 0,25 microgrammes. Vous êtes très rapidement à la dose thérapeutique. Si, cette diapositive, il faut quand même que je la montre. Une fois que vous donnez de la vitamine D, elle va se stocker dans les muscles et dans le tissu adipeux. Et elle va y rester longtemps. La cinétique de la vitamine D, c'est 18 à 136 jours. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une UV dose, 100 000 unités de vitamine D, vous allez la garder pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc ça veut dire par conséquent que quand vous prenez ces préparations macrodosées, il faut éviter surtout de les répéter, de répéter les prises à des intervalles de temps extrêmement courts. Il faut garder un laps de temps suffisamment important entre les prises d'UV-dose et a fortiori de stérogil 15. Vous voyez que pour la 25 hydroxyvitamine D, c'est plus court. Donc si le type veut prendre du dédrogil, ça s'élimine plus vite. La 1,25 d'hydroxyvitamine D, l'avantage, c'est que quand on la prend, et même si on est en surdosage, ça s'élimine très très vite. En quelques heures, la 1,25 d'hydroxyvitamine D disparaît. Alors, arrivons au point important du problème. Il y a une espèce de psychose vis-à-vis de la vitamine D. Donc il y a des tas de gens qui se font doser la 25 hydroxyvitamine D, même parfois, dont les médecins le demandent, les malades sont parfois, enfin je ne dis pas les malades, les personnes sont demandeuses de dosage de la 25 hydroxyvitamine D. Ces dosages de 25 hydroxyvitamine D, je vous le dis d'emblée, sont extrêmement fluctuants d'un laboratoire à l'autre. Il y a des normes, bien sûr, mais le problème, c'est extrêmement fluctuant. Et même les grands spécialistes de la vitamine D vous disent qu'il ne faut pas avoir trop confiance dans certains dosages de la vitamine D. Si on a confiance dans ces dosages, les recommandations officielles et internationales qui portent sur la 25 hydroxyvitamine D, si vous avez un taux supérieur à 20 nanogrammes par millilitre, on considère que c'est suffisant. Si vous avez un taux entre 12 et 20, c'est insuffisant. Si vous êtes entre 5 et 12, on dit que c'est une carence. Et si c'est inférieur à 5, c'est une carence sévère. Ça, c'est les normes officielles. À une époque, j'avais travaillé sur la vitamine D avec une de mes collaboratrices, Madame Colette, qui me dosait la 25 hydroxyvitamine D avec un dosage qui était très fiable. Et en fait,
Moi, je considère que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut tout écaler vers le bas. Quand vous êtes à 25 nanogrammes, c'est largement suffisant. Quand vous êtes entre 12 et 20, c'est strictement normal. Quand vous êtes entre 5 et 12, c'est insuffisant. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en état de carence. Et ce n'est vraiment que lorsque... Excusez-moi, je suis parti un peu trop vite. Et ce n'est vraiment que lorsqu'on est inférieur à 5 nanogrammes par millilitre qu'on est en état de carence. Donc, méfiez-vous en particulier certains laboratoires qui mettent vous êtes en état de carence lorsque vous êtes inférieur à 20 nanogrammes par millilitre. Il y en a même qui poussent le bouchon jusqu'à mettre 30 nanogrammes par millilitre. Mais attendez, si vous mettez la barre à 30 nanogrammes par millilitre, nous dosons ici la vitamine D dans toute cette salle, vous êtes tous en carence en vitamine D. Voilà ce que je peux vous dire. Donc vous avez tous besoin de prendre de la vitamine D, si on le met à ce niveau-là. Alors les effets métaboliques de la vitamine D, c'est essentiellement une vitamine qui agit sur le métabolisme phosphocalcique. Alors, premier point, la vitamine D est indispensable pour absorber le calcium intestinal. Donc mangez du lait, d'accord, n'en mangez pas, mais si vous buvez du lait et si vous n'avez pas de vitamine D, vous n'absorberez pas le calcium. Donc c'est la vitamine D et bien sûr plus spécifiquement le métabolite actif, c'est-à-dire la 1,25 d'hydroxyvitamine D qui permet le passage du calcium de l'intestin à travers la cellule intestinale jusqu'au pôle séreux avec éjection du calcium au pôle séreux pour ensuite passer dans le torrent circulatoire. Dans l'absorption du calcium, c'est un peu plus subtil que ça parce qu'il y a deux éléments qui interviennent. Il y a d'abord l'absorption passive du calcium et il y a l'absorption active du calcium. L'absorption active du calcium, elle est sous la dépendance de la vitamine D. L'absorption passive, elle dépend de quoi? Elle dépend tout simplement du calcium que vous apportez dans l'alimentation. Donc si vous prenez 500 mg de calcium par jour, vous absorberez moins de calcium que si vous en prenez 2000. Et l'absorption active du calcium, c'est un phénomène saturable que je vous ai représenté ici en bleu et qui est sous l'influence de la vitamine D. Donc, si vous prenez de la vitamine D, vous allez augmenter cette absorption active du calcium. Le plateau sera plus haut. Et sur cette absorption active vient se greffer l'absorption passive, dont l'absorption globale du calcium, c'est la somme de l'actif et du passif, c'est-à-dire la courbe que je vous ai mise ici. Donc, si vous prenez davantage de calcium, c'est sûr que vous absorberez davantage de calcium. Et si vous prenez davantage de vitamine D, vous absorberez davantage de calcium, en sachant que l'absorption active, vous le voyez ici, est toujours plus importante que l'absorption passive. Bon, ça je passe, parce que ça aussi je passe, c'est pas très important. L'action de la vitamine D sur le tissu osseux. Alors là aussi, c'est comme Janus. Elle a deux visages, cette action de la vitamine D. Vous avez ici une travée osseuse, ou des travées osseuses, et à l'intérieur, les petits points blancs que j'ai mis, ce sont les ostéocytes, c'est-à-dire les cellules osseuses matures. Et puis, à la surface des travées osseuses, vous avez un certain nombre de choses qui se passent. Vous avez d'abord des zones qui sont inactives, et puis vous avez des zones actives qui sont des zones de formation osseuse, qui occupent à peu près 15% de la surface des travées. Et là, cette substance, c'est ce qu'on appelle la substance ostéoïde. C'est-à-dire une substance qui est sécrétée par ces cellules, qui sont les ostéoblastes, et c'est de la substance osseuse qui n'est pas encore minéralisée. Pour que cette substance osseuse se minéralise, il faut qu'il y ait de la vitamine D. Donc la vitamine D, c'est pour ça qu'on l'appelle la vitamine antirachitique, anti-ostéomalacique, c'est la vitamine qui permet la formation osseuse. Vous avez également à la surface des os des zones de résorption, où il y a essentiellement d'autres cellules qui sont les ostéoclastes, dont en permanence dans l'os, il y a des surfaces qui se détruisent et des surfaces qui se reconstruisent. Et il faut savoir que la vitamine D, c'est pour ça qu'elle a un rôle un petit peu dual, elle agit également sur les ostéocytes, et au niveau des ostéocytes, elle peut au contraire favoriser la résorption osseuse. Donc si vous donnez trop de vitamine D, vous risquez supposez que vous donniez par exemple trop de vitamine D à quelqu'un qui est ostéoporotique, qui a une ostéopénie,
Si vous donnez trop de vitamine D, vous risquez d'accélérer la destruction osseuse. Donc il faut en donner une quantité suffisante, mais pas trop, parce que si vous en donnez trop, vous risquez d'exciter la partie, disons, un peu nuisible de la vitamine D, c'est-à-dire l'ostéolyse par l'intermédiaire de ces ostéocytes. C'est pour ça que la vitamine D, c'est compliqué, et c'est pour ça que les rhumatologues eux-mêmes n'y comprennent pas grand-chose de temps en temps. Ils donnent parfois des doses de vitamine D qui sont beaucoup trop fortes et qui, par conséquent, vont aggraver la situation au lieu de l'arranger dans les cas d'ostéopénie. Les carences en vitamine D, dont dépistage, vous allez retrouver une diapositive. Cette diapositive, je vous l'ai déjà montrée, ça c'est les recommandations officielles, ça c'est les recommandations que je vous fais. Donc je vous demande de retenir ces chiffres. Supérieur à 20 nanogrammes, vous êtes largement couvert en vitamine D. Entre 12 et 20, vous êtes normal. Entre 5 et 12, on est un peu limite. Et en dessous de 5, c'est là vraiment où on peut parler de carence en vitamine D. Les conséquences de la carence en vitamine D. Si vous êtes carencé en vitamine D, donc vitamine D2 ou vitamine D3, puisque quand on dose la 25-hydroxyvitamine D, on dose le bloc D3, D2. Si vous êtes carencé en vitamine D, vous allez faire, comme dirait monsieur de la police, vous allez fabriquer un peu moins de 25-hydroxyvitamine D. Si vous fabriquez un peu moins de 25-hydroxyvitamine D, vous allez fabriquer un peu moins de 25-hydroxyvitamine D. Si vous fabriquez un peu moins de 25-hydroxyvitamine D, l'organisme n'est pas stupide, il va essayer de compenser cette baisse de fabrication de la 1,25-hydroxyvitamine D. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter davantage de parathormones, parce que la parathormone est une hormone qui stimule la conversion de la 25 en 1,25-hydroxyvitamine D. Donc 1,25-hydroxyvitamine D, fabrication de davantage de parathormones, essentiellement par le biais de la diminution de l'absorption intestinale du calcium, qui entraîne une hypocalcémie et donc une réaction avec augmentation de la PTH. Donc ça veut dire que si un sujet a une carence vraie en vitamine D, il va avoir un taux de parathormone qui va être plus fort si vous le dosez, et il va surtout avoir un taux de 1,25-hydroxyvitamine D qui va être bas. Donc la vraie carence en vitamine D, c'est la chute de la 25, c'est la chute de la calcémie, et c'est la chute de la 1,25-hydroxyvitamine D. Bon, je ne vous ai pas encore expliqué la suite, mais en fait, vous l'avez compris. Diminution de l'absorption intestinale de la vitamine D, diminution de la minéralisation osseuse, qui peut conduire évidemment à des ostéopénies. Alors les carences en vitamine D, il y en a certaines qui sont les carences par rapport. Là, je vous mets le listing, c'est le catalogue de la Redoute, comme je dis, de toutes les causes de carence en vitamine D. Je vais passer assez vite. Il y a les maladies hépatiques, c'est évident. Il y a les anticonvulsivants. Quand vous avez des gens qui ont des taux de 25-hydroxyvitamine D bas, demandez-leur s'ils ne prennent pas des antiépileptiques. Vous avez les ruptures du cycle entérohépatique de la vitamine D, la cortisone. La cortisone va provoquer des carences en vitamine D. Et puis après, vous avez tous les troubles de la 1-hydroxylation, c'est-à-dire de la transformation de la 25 en 1,25 d'hydroxyvitamine D qui se passe au niveau du rein. Donc ça, c'est l'insuffisance rénale chronique. C'est les hypoparathyroïdies. Quand des personnes ont été thyroïdectomisées, de temps en temps, le chirurgien emporte les parathyroïdes en même temps que la thyroïde, d'où des hypocalcémies par hypoparathyroïdie et bien sûr des déficits en 1,25 d'hydroxyvitamine D. Et puis je passe, il y a des des rachitismes vitaminорésistants, mais ça c'est de la pathologie qui est un peu exceptionnelle. Alors, cette diapositive, je vous demande de la regarder parce qu'elle est importante. Il y a des personnes qui ont des taux de 25-hydroxyvitamine D bas, qu'on taxe de carencés en vitamine D. La plupart de ces gens-là, je peux vous le dire, ce sont des pseudo-carences en vitamine D. C'est-à-dire que si vous dosez leur calcémie, elle est normale. Si vous dosez la phosphorémie, elle est normale. Si vous dosez la parathormone, elle est normale. Si vous dosez la 25-hydroxyvitamine D, elle peut être normale ou basse. Et si vous dosez la 1,25 d'hydroxyvitamine D, elle est strictement normale. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a un taux de 25 hydroxyvitamine D bas, que le laboratoire répond carencé en vitamine D,
si vous voulez avoir la certitude que ce sujet n'est pas carencé, vous dosez d'abord la calcémie, c'est la première des choses à faire d'abord. Hein. Vous dosez éventuellement la parathormone et la 1,25 d'hydroxyvitamine D. Et vous aurez la surprise, comme moi, de vous rendre compte, parce que je l'ai fait X fois, que la 1,25 est normale, que la PTH est normale, que la calcémie est normale. Et vous pouvez dire à la personne, vous vous occupez pas de votre vitamine D, vous n'êtes pas carencé. Les carences en vitamine D au départ, les taux de 25 hydroxyvitamine D peuvent être bas. Mais si vous êtes au départ, la calcémie va être normale, la phosphorémie va être normale. Les deux choses qui auront bougé, c'est la parathormone qui est un petit peu augmentée et la 1,25 d'hydroxyvitamine D qui peut être abaissée ou normale. Les vraies carences en vitamine D, c'est ce que je vous racontais, ce sont des sujets qui ont une 25 hydroxyvitamine D qui est basse, qui ont une hypocalcémie, qui ont une hypophosphorémie, qui ont une augmentation de la parathormone, qui ont une diminution de la 1,25 d'hydroxyvitamine D. Et puis après, j'ai mis en bas, pour mémoire, l'insuffisance rénale chronique. Je vous rappelle que l'insuffisance chronique, c'est un défaut de fabrication de la 1,25. Donc dans ce cas, la 1,25 d'hydroxyvitamine D est basse. De manière surprenante, c'est une des carences les plus importantes en vitamine D, et de manière surprenante dans ce cas, la 25 hydroxyvitamine D peut être parfaitement normale. Parfaitement normale. Alors que c'est la forme de carence en vitamine D qui est la plus typique. Alors évidemment, dans ce cas-là, vous avez la calcémie qui est basse, c'est classique chez les insuffisants rénaux chroniques, vous avez la phosphorémie qui est augmentée, et vous avez la parathormone qui est augmentée, parce que vous le savez, il y a un hyperparathyroïdisme secondaire dans le cadre des carences en vitamine D dans l'insuffisance rénale chronique. Alors, le cas pratique, découverte d'un taux ambigu de 25 hydroxyvitamine D entre 12 et 20. Si vous tombez sur un laboratoire qui vous dit « vous êtes dans la zone de carence », si vous avez quelqu'un qui a 15 nanogrammes de vitamine D, on va dire carence. Il ne faut pas les croire. Vous allez faire d'abord un dosage de la calcémie. Premier cas de figure, la calcémie est normale. Calcémie normale, pas de carence, ou ça peut être une carence au début. Pour faire le tri, qu'est-ce que vous allez faire? La parathormone et la 1,25 d'hydroxyvitamine D. Si c'est normal, vous tombez dans le cas, pas de carence, pas de supplémentation. Si c'est une carence au début, ça peut l'être, vous dosez la parathormone, vous dosez la 1,25 d'hydroxyvitamine D, la parathormone va être augmentée, la 1,25 d'hydroxyvitamine D va être basse. À ce moment-là, vous êtes dans le cadre d'une carence au début. Et puis après, vous avez l'autre cas de figure, le sujet donc avec une 25 d'hydroxyvitamine D, hydroxyvitamine D limite, vous faites un dosage de la calcémie, cette fois-ci la calcémie est diminuée, la carence est probable, et si vous voulez confirmer, vous faites un dosage de la parathormone et de la 1,25, et à ce moment-là, la parathormone est augmentée, la 1,25 d'hydroxyvitamine D est abaissée, et à ce moment-là, vous êtes vraiment dans le cadre d'une carence en vitamine D. Quand il y a carence, voilà les préparations à base de vitamine D. Donc vous avez le stérogile qui est dosé, vous le voyez, à 400 unités internationales par goutte. La posologie est de 1 à 5 gouttes. Donc ça, en général, on le donne tous les jours. Hein. L'UV-stérol, qui est également une préparation qu'on donne tous les jours, mais avec une titration qui est plus forte. L'UV-dose, qui est une forme à 100 000 unités internationales par dose. Donc ça veut dire qu'une fois que vous prenez de l'UV-dose, vous en avez pour 3 mois. Le stérogile 15, 600 000 unités internationales, alors là, vous en avez pour 6 mois. Le dédrogile, je vous ai déjà dit, 3 micro, je me suis trompé, c'est 5 microgrammes par goutte, dont la posologie est de 1 à 5 gouttes par jour. Et puis là, vous avez les métabolites qui sont à utiliser dans l'insuffisance rénale chronique. C'est-à-dire qui sont des préparations à base de principes actifs. Le mieux, c'est le rocatrol, qui est de la 1,25 d'hydroxyvitamine D. Vous voyez que les doses sont de 0,25 microgrammes par comprimé. Ou bien vous pouvez utiliser la 1-alpha, qui est un métabolite préhydroxylé en position 1. Et là aussi, vous voyez que les doses sont, les comprimés, ou les gélules plutôt, sont à 0,25 ou 1 microgramme par comprimé. Et vous voyez que très rapidement, vous êtes à la dose thérapeutique. Avec 1 ou 2 comprimés, vous êtes à la dose thérapeutique. Alors chez l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans, qu'est-ce qu'on conseille? Une goutte d'UV-stérol par jour, soit 1000 unités internationales par jour. Ce n'est pas très pratique. De temps en temps, on fait la deuxième alternative, c'est une ampoule d'UV-dose tous les trimestres.
Alors ne donnez pas de l'UV-dose, évidemment, tous les 15 jours. Sinon, votre enfant, il va faire une surcharge en vitamine D. Les effets métaboliques de la vitamine D, en dehors du métabolisme phosphocalcique, alors là, c'est la bouteille à l'encre, hein, je vous le dis d'emblée. La vitamine D, le problème, c'est qu'elle peut réguler l'expression de 500 gènes sur les 20 000 gènes que nous avons dans le génome. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à dire la vitamine D, ça peut faire des tas d'effets miraculeux. Alors ça, je passe dessus. Alors des récepteurs de la vitamine D, vous en avez partout. Vous en avez dans le tissu adipeux, vous en avez dans les surrénales. Bon, je passe sur tout. Vous en avez partout. Hein. Vous en avez dans le côlon, vous en avez dans le foie, vous en avez dans la rétine, vous en avez dans l'estomac, vous en avez sur les cellules bêta-langerhanciennes. Donc il y a des gens qui ont raconté qu'en donnant de la vitamine D, on évitait le cancer du côlon, qu'on évitait le cancer de la thyroïde, qu'on évitait bien sûr le diabète, que ça pouvait traiter le diabète de type 1, le diabète de type 2, et j'en passe. Alors tout ceci, c'est du grand folklore, je vous le dis. Donc on a proposé la vitamine D pour améliorer, par exemple, il y en a certains qui ont prétendu que les carences en vitamine D pouvaient donner des troubles neuropsychologiques. Il y en a qui ont dit que la vitamine D était un régulateur du système immunitaire, que ça pouvait stimuler l'insulinosensibilité, dont l'application dans le diabète de type 2, que ça pouvait stimuler l'insulinosécrétion, donc traiter éventuellement des diabètes par de la vitamine D. Tout ceci, je vous le dis, c'est le grand folklore médical. La vitamine D, c'est la vitamine du métabolisme phosphocalcique, il ne faut pas en sortir. Tout le reste, quand vous lisez la littérature, c'est du folklore complet. Alors la vitamine D, c'est ma dernière diapositive. La vitamine D, c'est un modèle parfait de ce qu'on appelle le concept d'hormésie. Alors qu'est-ce que c'est le concept d'hormésie? C'est tout simplement qu'il y a une zone idéale pour la synthèse ou pour la prescription ou pour l'administration d'un médicament. Dans la vitamine D, il y a une zone qui est une zone d'homéostasie entre deux limites inférieures et supérieures. Quand la dose ou la synthèse est insuffisante, à ce moment-là, vous tombez dans les carences en vitamine D avec les deux grands modes d'expression des carences en vitamine D que sont le rachitisme chez l'enfant et l'ostéomalacie chez l'adulte. Mais attention, vous avez vu que je vous ai mis une limite supérieure de sécurité des apports en vitamine D, qui était, je vous le rappelle, de 1000 à 4000 unités internationales par voie orale. On y est assez vite, surtout avec les préparations macrodosées. Si vous dépassez cette limite, vous rentrez dans la toxicité. Et la toxicité de la vitamine D, elle s'exprime, par la possibilité d'aggraver une déminéralisation. Normalement, c'est l'hormone de la minéralisation, mais si vous en donnez trop, c'est la déminéralisation. Donc vous allez mobiliser du calcium qui va sortir de l'os, et en mobilisant du calcium qui sort de l'os, vous pouvez créer une hypercalcémie, vous pouvez créer une hypercalciurie. L'hypercalcémie, ça donne un certain nombre de troubles, et l'hypercalciurie, ça peut conduire, vous le savez, aux lithiases calciques, etc. Donc, il faut éviter de donner de la vitamine D en trop grande quantité, parce que vous pouvez aller à l'encontre de ce que vous cherchez à faire initialement. Voilà, merci. D'avoir une calcémie normale, phosphorémie normale, bien sûr des taux de vitamine D très basses avec une parathormone élevée. J'ai compris que ça peut être débutant, mais c'est par quel mécanisme? Parce que ça passe par l'hypocalcémie, comme vous avez expliqué, comme réaction à la parathormone. Si vous avez une carence en vitamine D débutante, vous allez absorber moins de calcium au niveau du tube digestif, et l'organisme, pour essayer de compenser ça, va sécréter davantage de parathormone. Donc on traite. Donc, il faut traiter à ce moment-là, bien sûr. Hein, il faut traiter. Si la parathormone est augmentée, il faut traiter. À ce moment-là, vous donnez, vous avez le choix. Hein. Vous pouvez donner soit des gouttes de stérogile, soit des gouttes d'uvestérol. Mais à ce moment-là, il faut le prendre tous les jours. Soit le plus simple, c'est tout simplement de donner une dose d'UV-dose. Vous en donnez une première dose. Vous renouvelez la dose une fois au bout d'un mois et demi.
puis ensuite, éventuellement, vous contrôlez votre taux de 25 hydroxyvitamine D, et si ce n'est pas suffisant, vous redonnez une dose, mais 3 ou 4 mois après. Hein. Et puis après, il faut s'arrêter, hein. Sinon vous mettez en surcharge en vitamine D. Hein. L'UV-dose, vous le faites 15 jours à peu près après la prise de l'UV-dose. Hein. Ce que vous faites, vous donnez une UV-dose, 100 000 unités. Vous refaites un dosage de la vitamine D un mois après. Si un mois après, le taux de la 25 hydroxyvitamine D reste bas, vous redonnez une dose d'UV-dose. Et puis après, vous le recontrôlez 3 mois après. 3 mois après. Une dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, professeur Monnier. C'est juste devant vous. Excusez-moi, je ne sais pas d'où ça vient. Oui, pour la dose de maintenance, est-ce que vous préférez la dose journalière, hebdomadaire, mensuelle ou bien trimestrielle? Je pense que pour la simplicité des choses, c'est la dose semestrielle d'UV-dose à la dose donc, de 100 000 unités tous les semestres à peu près. Hein. Et avant de... Vérifiez quand même le taux de 25 hydroxyvitamine D avant d'avaler de l'UV-dose. Avant de redoser la vitamine D, est-ce que vous arrêtez la vitamine D une semaine à l'avance avant de redoser le taux? J'ai répondu, c'est un mois après, à peu près, un mois après. Hein. Il faut attendre un certain temps parce que sinon, ça n'a pas le temps de se réparer. Vous avez vu que la vitamine D se distribue dans l'organisme. Oui. Elle se stocke d'abord dans le tissu adipeux. Elle est ensuite relarguée par le tissu adipeux de manière relativement lente. Donc avant qu'elle soit métabolisée par le foie, il se passe un certain temps. On doit attendre au moins 15 jours, un mois avant de faire un dosage de vitamine D et de 25 hydroxyvitamine D. Merci, professeur Monnier, pour si vous permettez, une dernière question, parce que dernièrement, après l'avènement des vitamines D au Maroc, on a 3 dosages, de 25 000, de 100 000, et dernièrement, la vitamine D bon, de 100 000. Bon, moi, je vais vous dire mon opinion. Je suis contre les préparations trop macrodosées. Dans la préparation à 200 000 ou 250 000 unités, je vous dis ne l'utilisez pas parce que c'est une source de surcharge. La meilleure chose à faire, il ne faut pas qu'il y ait trop de préparation, parce que sinon, profusion égale confusion. Donc, restez sur l'UV-dose, 100 000 unités. 100 000 unités, si vous voulez donner une dose macrodosée, c'est 100 000 unités avec l'UV-dose. Ou bien alors, on passe sur la dose quotidienne, mais à ce moment-là, c'est tous les jours, avec des gouttes à 400 unités. Donc moi, je vous demande, pour la simplification des choses, et pour éviter la confusion, soit la dose quotidienne de stérogile ou du vestérol, peu importe, ou bien alors la dose à 100 000 unités. Voilà. À ce moment-là, tous les... C'est exposé aussi explicite que passionnant. Merci. دابا